Bonjour Aymeric Lucet, enchantée, bienvenue dans l'Instant décisif. Bonjour, merci pour cette invitation. Avec plaisir. Donc je vous rappelle le principe de notre rendez-vous. On vous a demandé de sélectionner trois photos emblématiques de votre travail, trois photos qui ont une histoire particulière, une résonance. Et vous allez nous raconter ces histoires, en tous les cas partager l'instant d'avant, l'instant d'après et la photo en elle-même avec nous. Alors, vous vivez aujourd'hui entre le Moyen-Orient et Paris ? J'habite à Paris et je me rends très régulièrement au Moyen-Orient pour mon travail, principalement en Irak et au Liban. Et également, je me rendais assez fréquemment en Syrie, mais là, je n'y suis pas retourné depuis quelque temps. D'accord, on comprend. D'accord, donc vous êtes diplômé en art de l'École des Beaux-Arts de Paris, mais aussi en géopolitique. Oui, tout à fait. Donc vous enseignez à Sciences Po, à Paris, sur la thématique art contemporain et géopolitique. Vous dites un regard contemporain sur l'image de guerre. Alors effectivement, moi je m'intéresse vraiment à ces événements majeurs qui vont créer des changements au sein des sociétés, donc ces questions géopolitiques. Et en fait, en traitant de questions géopolitiques, ça m'a amené fréquemment sur des zones de conflit, parce que souvent ces changements sont des événements d'une certaine violence et souvent liés au conflit. Et en fait, en allant sur des zones de conflit, je me suis rendu compte que la représentation qu'on pouvait avoir du conflit dans nos sociétés était très loin de ce qu'était la réalité du conflit. D'accord. Et donc, il y a aussi la vie de tous ces gens en dehors de la représentation. La vie, le quotidien, toutes ces choses-là qui vous interpellent. Tout à fait. C'est aussi comprendre, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que, par exemple en Syrie, ces combattants rebelles, qu'est-ce qui fait qu'ils sont devenus des combattants rebelles? Qu'est-ce qu'ils faisaient avant? Donc il y a le groupe avec lequel j'ai travaillé, le chef du groupe c'était le maître d'école, il y avait un chauffeur de taxi, il y avait le boulanger, enfin voilà, c'est des gens comme tout le monde. Et à un instant T, à un moment, ils deviennent des combattants. Sont devenus des combattants. Et qu'est-ce qui a fait qu'ils sont devenus des combattants? Qu'est-ce que c'est que leur quotidien? Qu'est-ce que c'est leur vie tous les jours? Est-ce que c'est un choix vers propre? quoi est-ce qu'ils veulent aller? Donc voilà, il y a plein de questions que j'essaie de soulever, et particulièrement cette question de la mise en scène, notamment qu'on a dans le projet Théâtre de guerre, puisque, en fin de compte, je me suis aperçu, en étudiant l'histoire de la photographie, que tout au long du XXe siècle, la majorité des images, des photos qui sont devenues des icônes de certains conflits, sont des mises en scène, ou du moins sont suspectées d'être des mises en scène. Et malgré tout... Vous avez quelques exemples? Alors, le drapeau américain sur la colline après la bataille d'Iwo Jima, le drapeau soviétique sur le Reichstag, ou même plus proche de nous, on a ces images absolument horribles de la prison d'Abu Ghraib, qui sont des mises en scène pour le coup pas à des fins de propagande, plus à des fins de jouissance personnelle de bourreaux envers leurs victimes, mais c'est des mises en scène. On a la chute de la statue de Saddam Hussein, qui est, même si les photographes qui ont pris l'événement ne l'ont pas mise en scène, c'est un événement qui a été orchestré, qui a été mis en scène par l'armée américaine. Et en fin de compte, en même temps, on a un tabou sur la mise en scène. Parce que quand on pense mise en scène, la plupart des gens pensent mensonge, manipulation. Or, mise en scène, c'est un moyen. Ça ne signifie pas forcément mensonge ou manipulation. On peut très bien mettre en scène et se rapprocher davantage de ce qu'était la problématique qu'on veut traiter qu'avec une image prise sur le vif. Oui, bien sûr. Et Delacroix disait assez justement à propos de la photographie, l'exactitude ne fait pas la vérité. Aymeric Lucet, si je dis que votre travail se veut comme une retranscription plastique d'analyse géopolitique, est-ce que je m'approche un peu plus de... Oui, tout à fait. Ça fonctionnerait? En fait, c'est vrai que dans mon procédé, enfin déjà, je ne me considère pas comme photographe, je me considère comme plasticien. Et en fin de compte, dans ma démarche même, on est dans une démarche, donc vraiment avec tout un travail de recherche, avant d'aborder une problématique géopolitique. Donc je vais faire tout un travail, on va dire théorique, sur ma problématique. Et ensuite, une fois que je pense avoir bien cerné ma problématique d'un point de vue théorique, je vais me rendre dans la zone concernée, faire un travail qui se rapprocherait plus d'un travail anthropologique. Oui. Souvent, les gens ont tendance à rattacher mon travail à un travail plutôt journalistique, mais c'est vrai que
moi, personnellement, je suis plus dans une approche, à mon sens, anthropologique que journalistique. Et une fois que je pense vraiment avoir bien cerné mon sujet de l'intérieur, je vais produire une œuvre qui va être une retranscription plastique, tout simplement, de mon analyse. Et le médium que j'utiliserai, ça sera le médium qui me paraît être le plus pertinent pour traiter le sujet que je veux traiter. Donc ça peut être de la photographie, c'est d'ailleurs souvent de la photographie, mais ça peut être de la vidéo, ça peut être de l'installation, ça peut être des objets, ça peut être plein de choses en fait. Des performances. Des performances, voilà, c'est assez varié en fin de compte. Maintenant qu'on a fait un peu plus connaissance et qu'on a découvert votre travail, quelle est la première photo que vous avez choisi de nous présenter ? Alors, la première image que je vous ai proposée, c'est une image qui est déjà assez ancienne. C'est une image que j'ai faite en 2012 de la série Théâtre de guerre. Donc, c'est un projet qui m'a pris quand même 3 ans pour faire 14 images. Et je me suis intéressé ici sur la question de la construction de l'image de guerre. Donc, c'est un projet que j'ai fait en Irak avec un groupe de guérillas kurdes. Donc, on est sur une zone de conflit avec de vrais combattants, et j'ai invité ces combattants à rejouer leur réalité dans des mises en scène inspirées de peinture classique. Et du coup, lorsque le regardeur se retrouve face à l'image, le fait de reprendre une mise en scène de peinture, la gestuelle est un peu trop maniérée. Et du coup, lorsqu'on regarde l'image, on se dit mais il y a un truc un peu de faux dans cette image, il y a quelque chose qui cloche. Et en même temps, on va voir le cartel où il y a marqué le titre, etc. Et on va s'apercevoir qu'on est avec des vrais combattants sur une vraie zone de guerre. Mais alors du coup, quelle est la part du réel dans cette image ? Et c'est ça qui va m'intéresser, c'est vraiment ce questionnement sur le réel, sur cette construction, cette théâtralisation du conflit. Et d'ailleurs, le titre même, Théâtre de guerre, c'est une expression que j'ai prise à Karl Franz Clausewitz, donc ce théoricien de la guerre du 19e siècle, qui le tout premier a introduit des termes propres au spectacle pour parler de la guerre. Ces deux femmes ont l'air fausses. Enfin, on a l'impression que c'est des modèles. On a l'impression que ce ne sont pas des guerrières. On n'a pas elles sont maquillées, elles sont apprêtées, elles ont une gestuelle totalement décalée. Ouais. Alors, c'est pas parce que c'est des combattantes qu'elles ne peuvent pas être élégantes et faire attention à elles. Après, c'est vrai que c'est deux sœurs. Et j'aimais bien aussi, ce qui m'intéressait aussi, c'est le caractère intemporel du vêtement, de ce vêtement traditionnel kurde, et en même temps des éléments très contemporains comme les Converse par exemple. Oui. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça. Donc cette photo de la série, c'est pas forcément celle qui paraît être le plus mise en scène, mais je voulais la présenter parce que c'était deux femmes combattantes, et je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui est particulièrement d'actualité. On en parlait beaucoup moins, voire quasiment pas à l'époque où j'ai fait ce projet, mais aujourd'hui on a toutes ces femmes kurdes notamment, qui sont sur le front en Syrie à combattre contre l'État islamique. Très bien, merci beaucoup. Quelle est la deuxième photo que vous avez choisi de nous présenter ? Alors la deuxième photo que j'ai choisi de vous présenter, c'est donc une photo qui s'appelle c'est une photo d'une série, là encore, puisque je fonctionne par série, qui s'appelle Last Water War Rains of the Future. Et c'est un travail que j'ai fait sur les questions des guerres de l'eau en Irak. Puisque dans le cadre de mes projets, je me suis beaucoup rendu au Moyen-Orient. Ça fait maintenant près de 13 ans que je travaille au Moyen-Orient, et particulièrement en Irak. Et la question de l'eau est souvent revenue dans les discussions que j'ai pu avoir, notamment avec les différents combattants. Donc toute la question a été de comment donner à voir une guerre qui n'existe pas. Comment donner à voir une guerre qui même peut-être n'existera jamais, puisque les facteurs sont réunis, mais ça ne veut pas dire pour autant que cette guerre éclatera. Ça va se déclencher, bien sûr. Et du coup, j'ai décidé de me tourner vers l'histoire des conflits liés à l'eau. Et je me suis aperçu que le seul conflit où l'eau était l'unique facteur du conflit, ce conflit s'est déroulé dans l'actuel sud de l'Irak, donc en Mésopotamie, donc dans cette zone qui aujourd'hui est concernée par ce conflit lié à l'eau. Et elle a eu lieu il y a 4600 ans. Elle a opposé deux cités-États, la cité-État de Houma et la cité-État de Lagash, qui pendant près de 300 ans se sont affrontées pour le contrôle d'un canal d'irrigation dérivé du Tigre.
Cette guerre s'est terminée en 2350 avant Jésus-Christ avec la destruction partielle de la ville de Giresun, qui était la capitale religieuse de la cité-État de Lagash. Et donc j'ai décidé de me rendre sur le site archéologique de cette ville de Giresun. Et la seule structure encore visible quand on se promène sur le site archéologique, c'est ces structures d'un pont. C'est ces structures qu'on voit sur cette image que j'ai faite avec un drone. Ces structures d'un pont qui est le plus vieux pont du monde. En fait, le pont, c'est la structure en pierre, les doubles arches en pierre qu'on voit. En fait, le pont passait en travers. En fait, les remblais de terre qu'il y a sur les côtés, c'est des remblais de terre qui ont été faits au moment des fouilles pour dégager justement ce pont. D'accord, ok. Donc, là, voilà. on a combien de distance à peu près? On doit être à peut-être une centaine de mètres. Une centaine de mètres, hein, oui, d'accord. Non, c'est juste pour qu'on arrive à visualiser. Mais j'aime bien justement cette notion de perte d'échelle oui. dans ces images faites avec le drone, puisqu'il y en a certaines, celle-là, on voit la structure du pont, mais en même temps, c'est pas évident que c'est une structure de pont, et du coup, on perd un peu cette notion d'échelle, et c'est ça aussi qui m'intéressait dans cette série, c'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment parfois si on est à 3 cm d'un sujet ou on est à 300 mètres, et du coup, c'est pour ça, j'aime bien justement laisser un petit peu l'imaginaire de chacun. Merci. Alors la troisième photo, pourquoi vous avez choisi cette troisième photo? Alors cette troisième photo, c'est un nouveau projet, ça c'est votre Alors c'est mon dernier projet. C'est un projet sur les réfugiés. Et en fait, il se trouve que la plupart sont passés par l'île de Lesbos. Ils m'ont parlé un petit peu de cette île et d'éléments qui les ont marqués sur cette île. Et donc, j'ai décidé de me rendre sur cette île, photographier des éléments dont ils m'avaient parlé. En fait, je suis parti sur leurs traces dans cette île de Lesbos. D'accord, à travers ce qu'ils vous ont dit, à travers ce qu'ils m'ont raconté. Vos communications que vous avez imprimé les lieux et les souvenirs qu'eux avaient de cette île, ce qui les avait marqués. Donc je suis parti sur leurs traces, photographier ces éléments-là. Et la photo que j'ai ici, c'est le bras de mer qui sépare. On aperçoit d'un côté la côte turque et de l'autre la côte grecque. Et il se trouve que quand j'ai commencé ce projet, il y a un de mes amis, Fouad, qui est mort noyé justement dans ce bras de mer. Et du coup, ce projet aussi, à la base, c'était pas pensé comme ça, mais c'est aussi devenu une forme d'hommage à cet ami Fouad. Et donc, cette photo, c'est ce bras de mer qu'il y a entre la Turquie et la Grèce, donc l'Europe, où beaucoup de réfugiés périssent. Et c'est des photos bleues et blanches, comme on peut voir dans cette photo de la mer. Et donc, lorsque le projet est exposé, donc on voit toutes ces photos comme ça installées. Et au fur et à mesure des jours de l'exposition, progressivement, les images se mettent à disparaître pour laisser place, au bout d'un certain temps, à des monochromes bleus, qui du coup deviennent une double métaphore, à la fois une métaphore de la Méditerranée, où malheureusement beaucoup de réfugiés disparaissent, et puis le bleu, c'est aussi la couleur de l'Europe. Et tous ces réfugiés qui arrivent, que certains le veuillent ou non, ils font partie du futur de l'Europe, et c'est des futurs Européens. Bravo. C'est une très très belle métaphore et c'est un beau cri positif. Voilà, j'ai essayé, c'est ça, de donner à voir autrement. C'est ce que j'essaie de faire dans mon travail. C'est un très beau projet, félicitations. Merci beaucoup. De rien. Merci, bonne continuation et à très bientôt. Merci beaucoup.